En tant que gros homme d'affaires, le grand-père de Manuel Valls déléguait bon nombre de ses tâches à des régisseurs, comme Antonio Robiani qu'on voit ici raconter ses souvenirs. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Oui. Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage. Et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, il y a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison que son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. Comment ça se fait que des élus qui ont truandé, je vais vous citer encore un autre exemple, Rambouillet. Oui. Un élu, il a été condamné 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, il avait détourné, mal géré, etc., etc. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. Mais c'est pas ça le pire. Comme la mairie, c'était son petit pote, ils ne se sont pas portés partie civile. Donc les 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus, ils ont remboursé les dettes. Et bien ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre. Ils ne croient plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont pas envie des chemises rouges. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Mais je crois que ce Premier ministre est complètement en dehors de tout. Et il en devient vraiment gênant même par ce qu'il dit. Je pense qu'il devrait vraiment partir, vraiment partir. C'est fini, quoi. Je veux dire, les je suis, machin, les esprits de je ne sais quoi, les esprits du 11 janvier, là, ils ont voulu créer l'esprit du 14 juillet. Tout ça, c'est terminé. Faut arrêter. On n'en est plus autant des bougies, des petites fleurs et des je suis. On en est autant de l'action. Et je crois que c'est la meilleure manière de respecter les victimes, les proches et les familles des victimes, que d'aller vers l'action pour éviter que de nouveaux drames se reproduisent. Est-ce que vous permettez qu'il vous soit répondu une fois quelque chose, ou bien est-ce que vous avez l'intention de réciter la totalité du catéchisme d'extrême droite qui est le vôtre? Allez-y simplement, vous appelez ça de l'extrême droite? Prenez la parole. Écoutez-moi, vous allez comprendre. Non, je ne peux pas écouter M. Mélenchon. Non, Bruno Le Maire, s'il vous plaît. On vous a entendu. On vous a entendu. David Pujadas. Non, on vous a entendu. Le dialogue, c'est ça. Chacun son tour. Le dialogue, ce ne sont pas les insultes. Non, personne ne vous a insulté. Le dialogue, ce ne sont pas les insultes. Quand on me traite d'insulte, l'extrême droite, c'est une caractérisation. L'extrême droite est une insulte. Si vous me traitez d'extrême gauche, je ne serai pas d'accord. Mais David Pujadas, je ne laisserai pas sur ce plateau de télévision laisser dire que je suis d'extrême droite ou laisser dire que parce qu'on défend la nation française et la culture française, on est d'extrême droite. Je ne le laisserai pas dire. Eh bien, moi, allez, ça y est, vous avez fini le numéro. Alors maintenant, écoutez-moi. C'est pas un numéro, c'est une conviction, monsieur Mélenchon. Les questions numéro de cire, vous y entendez. Voilà un autre corps, une racaille de Daesh. Ce terroriste était là-haut.
Les camarades l'ont blessé à la mitrailleuse. Il pouvait plus se battre, alors il s'est fait exploser. On leur a lavé le cerveau. Ils croient qu'en se faisant exploser, ils iront au paradis. Mais lui, là, c'est pas au paradis qu'il est parti. C'est en enfer. Ce que je refuse, mais vraiment de toute mon âme, c'est que l'on généralise et que l'on, au nom de cela, on fasse peur aux Français, on leur dise qu'ils sont finis en tant que Français républicains, parce qu'il y a des gens qui vont les envahir et qui vont substituer une autre culture que la leur. Monsieur Cambadélis, mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? De la France. Quand on a un Premier ministre qui nous dit qu'on est en guerre, mais de quoi parlez-vous quand vous parlez de France fraternelle, quand des Français tuent des Français, quand dans les écoles françaises de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul enfant juif? De quoi parlez-vous, monsieur Cambadélis, quand ces enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils se font traiter de sales juifs? De quoi parlez-vous? Écoutez, d'abord, après la condamnation qu'il faut réitérer de nous tous, il faut en même temps que nous ayons une condamnation égale pour tous, partout et de la même façon. Parce que, effectivement, ça touche la Belgique. J'aimerais vous dire qu'hier, j'aimerais vous dire qu'avant-hier, des innocents et des civils sont en train d'être tués par des mêmes bombes, par des terroristes, par des extrémistes violents qui tuent en Syrie, qui tuent à Bagdad, qui ont tué à Bassam, qui ont tué... Il faut que nous comprenions que nous ne devons pas nous extraire du malheur du monde en disant que seul notre malheur compte et que cette condamnation, elle doit être partout pareille. Et puis, le casier judiciaire. Le casier judiciaire, je le dis depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai commencé sur votre antenne, dans une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, à le dire il y a 2 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Vous ne pouvez pas bosser, donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire, si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer. Sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Je demande à Manuel, puisque tu es Premier ministre, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Juste une petite directive ou un décret ou quelque chose comme ça. Fait que pour être élu ou réélu en France, on soit obligé de présenter son casier judiciaire vierge. Oui. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction, un homme dans lequel on croit. Accompagné membres de la communauté juive qui se rendaient à la synagogue d'Évry. Or, ce que les gens ignorent totalement, c'est que cet engagement en faveur d'Israël de Manuel Valls est quelque chose d'extrêmement récent. Cet engagement a environ 5 ans. Et tout ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire en gros de 1980 à 2008 au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier, en faveur du peuple palestinien, et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Et tout ça sur fond de drapeau palestinien. On a l'impression de rêver, puisque aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte